sort de l'école secondaire, c'est la liberté. C'est le début de la vie adulte. C'est le moment où on fait des choix qui en plus vont avoir un impact sur la vie, sur notre personnalité, sur qui on va devenir, qui on a envie de devenir. Alors, ULB ou UCL? La capitale ou le béton? Ah, non, peut-être que je pourrais aller faire une deuxième réto, genre aux États-Unis pour apprendre l'anglais aussi. Ah, je sais pas. C'est dur de faire les choix. Enfin, quand on est privilégié, comme moi. En 2010, j'ai 19 ans et je viens de décrocher le CESS, le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Et en plus, pour l'avoir, j'ai absolument rien foutu. Voilà. Bah oui, en fait, je suis dans une école où les professeurs et nous, on se tutoie, ils nous aiment bien, je les aime bien, voilà, je suis sympa. Et du coup, j'ai pas beaucoup étudié, mais je me rappelle du cours d'il y a 6 mois, parce que comme les profs sont motivés, ils sont bien payés, eh bien, en fait, ils sont intéressants. Et du coup, on se souvient plus ou moins de ce qu'ils racontaient, et en plus, c'était des examens oraux, et bah, moi, j'ai un peu la tchatch, et voilà, bingo, CESS. Et en plus, j'ai pas n'importe lequel, j'ai le général. C'est le diplôme qui peut me faire ouvrir toutes les portes des grandes écoles. Et alors, je suis désolée, mais la Belgique quand même, le système scolaire belge, c'est la classe. Enfin, quand on est privilégié, quoi. Comme moi. Donc, diplôme en poche, hop là. Et dans l'autre poche, un petit virement de mon grand-père qui vient de décéder. Hartelijk dank, mon papy. 26 900 €. Bingo. 12 petits-enfants, on a chacune reçu 26 900 €. Bienvenue dans le monde adulte! Trop bien! Bon, bah qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah, les rêves, j'en ai plein, mais il y en a un. Vraiment, il y en a un qui me tient beaucoup à cœur, j'y pense souvent. Et à 19 ans, moi, j'ai envie de mourir, en fait. Et plus précisément, j'ai envie de me laisser mourir. Le CESS, je l'ai réussi sous antidépresseurs et personne n'est au courant. Aujourd'hui encore, mes parents ne sont pas au courant. Mes amis ne connaissent pas cette histoire. Et à 19 ans, ça fait des années que je suis dans ma chambre à essayer de tenir avec ma santé mentale et je la combats comme je peux. Mais je suis fatiguée, en fait. Et j'ai envie de rendre les armes, quoi. J'ai envie de rendre ma carcasse au monde et de dire merci, mais je ne vais pas le prendre finalement. Voilà, j'ai essayé, c'était sympa, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et du coup, dans mes choix, en fait, j'en ai un. J'en ai un et mes choix de vie, en fait, celui-là, il est très simple, c'est... déjà, il m'apaise quand j'y pense. Et voilà, je vais commencer à prendre un rendez-vous parce que je me rends bien compte que mon chemin de vie à moi, ce sera la clinique. Voilà, internement. Et je sais très bien comment ça va se passer, je vois bien le rendez-vous, un médecin, un homme. Je vais lui raconter l'histoire et ils vont m'interner parce que ce que j'ai à raconter est assez lourd. Et puis j'ai envie de mourir en fait. Donc l'internement, ça me semble la bonne solution. Et je fais le choix de l'internement et de en fait rendre ma carcasse au système de santé mentale, au mouroir du système de santé mentale. Et je choisis pour la mort sociale médicamentée. Et en plus, j'ai 26 900 € sur mon compte. Je peux carrément crever chez les riches, quoi. Et je suis à 2 doigts de faire des recherches. Donc on est l'été 2010. Mais je me dis quand même, je pourrais aussi tout dépenser et puis voir si j'ai toujours envie de mourir. C'est aussi une solution. Non, sans déconner, en fait, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sauver un peu la barque quand même? Ça fait des années que je me bats et je sens quand même que dans le ventre, j'ai une mini braise et peut-être que je peux la sauver, celle-là. Et je me rends compte que la seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est de la distance physique avec mon entourage. En fait, c'est ça. La toxicité, à ce moment-là, c'est la distance physique.
Et c'est ça dans l'internement qui m'apaise, c'est qu'on va me mettre dans une boîte dans laquelle ils ne peuvent pas rentrer. Je vais me couper, mais je ne vais plus les voir. Mais si je vais à l'autre bout du monde, ben, ils ne vont plus me voir non plus. Donc peut-être que ça marchera. Et je me donne cette chance. Donc je cherche sur Internet et je me dis, bon, je suis quand même dans un état de santé mentale extrêmement fragile, donc je ne suis pas hyper courageuse. Je n'ai pas forcément envie d'aller voyager avec mon sac à dos et aller voir. J'ai pas cette énergie-là. Hein. Je suis dans un état plutôt de me laisser mourir sur le sol. Mais il y a une chose, moi qui ai du mal à me regarder dans un miroir, il y a un talent que je me reconnais, c'est celui d'animer les enfants. Donc je me dis, partir au bout du monde, des enfants, et en fait, heureusement pour moi, en 2010, fleurit le tourisme humanitaire. C'est un concept qu'on a inventé pour les privilégiés comme moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ça marche? Parce que ça vient titiller le syndrome du sauveur blanc, que j'ai aussi à l'intérieur de moi. Et c'est très simple, le concept c'est, eh bien, on va dans un pays où la population historiquement a été opprimée, avec pour seul bagage son propre privilège blanc. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'était la question. Eh bien, on va exercer un métier pour lequel on n'a aucune compétence, ou tellement peu que c'en est scandaleux, mais on va être ultra valorisé pour ce qu'on fait, autant dans le pays dans lequel on va, que chez nous. Donc dans le pays, on est reçu avec les grandes pompes, et moi j'ai été dans le journal local, voilà, j'étais invitée à toutes les grandes réceptions, j'ai reçu des tenues, on me demandait mon avis sur des trucs dont j'avais pas la moindre idée, c'était trop bien. Et de l'autre côté, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, ce que je faisais là-bas, qui était de la merde, était valorisé ici. Et en plus, j'avais vraiment mon entourage, alors que j'étais passée de invisible à hyper visible, qui me félicitait, mes parents ont recommencé à me parler, mes frères et sœurs aussi. C'était efficace, très efficace. Et en plus, ça touche à l'imaginaire collectif européen du néocolonialisme, qu'est le tourisme humanitaire. Et tout ça, dans une immense paresse intellectuelle, dont je fais partie, qui m'évite de remettre en question, en fait, ma responsabilité en tant que personne blanche d'aller dans ce pays-là. Et ça m'évite aussi de regarder en face ma responsabilité dans les injustices raciales, sociales et environnementales. Et donc je suis partie en Inde en 2010, travailler. Le mot me reste au travers de la gorge. Dans un orphelinat, autant vous dire que j'ai fait de la merde. Je n'ai servi à rien. Et qu'il a fallu beaucoup de boulot aux personnes sur place pour récupérer ce que moi je suis venue faire là-bas. Et en plus, j'étais pas toute seule. Hein. Il y avait une armée de blancs là. On était plusieurs. Et tout le monde y allait de sa petite idée de... moi je pense quand même que pour les enfants ça ce serait mieux. Non mais tu crois pas que... Ouais. Moi parfois j'avais des bébés qui avaient, je sais pas, 8 mois, enfin ils étaient nés à 8 mois de grossesse dans les bras. Pour vous dire, j'avais aucune compétence pour savoir ce que des enfants avaient besoin. Et puis on oublie aussi que non seulement rien que le fait qu'on soit là, en fait rien que le fait qu'on soit là était un problème. Qui a réparé les dégâts que nous on causait là, notre armée de blancs? Bah, c'était les femmes sur place, qui travaillaient dans l'orphelinat, qui étaient mal payées, dévalorisées, invisibilisées, qui ont bossé 2 fois plus pour récupérer ce que nous on faisait. Et puis on ajoute que comme on travaille avec des enfants, eh bien je ne vous raconte pas le trauma émotionnel que ça a dû causer à tous ces enfants, d'avoir des compagnons de jeu pendant quelques mois qui partent et qui reviennent. Idéalement, on aurait dû leur parler, on aurait dû leur expliquer. Mais pour ça, il faut parler la langue. Moi, je parle un anglais approximatif, et là-bas, ils parlent le tamoul. Donc, je ne peux pas discuter avec les enfants. Je ne peux pas leur expliquer pourquoi je me barre et pourquoi je reviens. Parce que je ne l'ai pas fait une fois. Je suis partie 5 fois entre 2010 et 2015.
Je sors de 10 ans de honte quand même, hein, parce que je fais des blagues, mais je ne savais pas comment gérer cette partie de ma vie. Et il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé un truc assez trash. C'est que pendant cette période, et encore il n'y a pas si longtemps, en fait j'étais attachée à mon privilège blanc et de classe. Parce que c'est tout ce qui me restait. Et que du coup, si j'avais réalisé que tout tenait sur ça, bah, j'aurais fait comment pour tenir? Donc oui, mes allers-retours, ils m'ont maintenu en vie. Mais à votre avis, sur le dos de